La compétition est devenue une guerre entre femmes ambitieuses et riches. Mais une jeune femme modeste est apparue, avec quelque chose d'impossible à ignorer. Quand le fils a vu sa bague, il est tombé à genoux sur le champ. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Le grand salon du manoir Dupont resplendissait sous les lustres en cristal, tandis que l'élite entrepreneuriale du pays sirotait du champagne dans des coupes délicates. L'événement, annoncé comme un dîner de bienfaisance, avait attiré des centaines d'invités importants qui circulaient dans l'environnement luxueux, admirant la décoration impeccable et les arrangements d'orchidées blanches qui ornaient chaque table. Élodie Martin observait tout à travers l'écran de son ordinateur portable dans son petit appartement en banlieue. En tant que comptable dans une entreprise de taille moyenne, elle était habituée à manipuler des chiffres, non à côtoyer le glamour affiché dans la retransmission en direct de l'événement. Ses doigts tambourinaient distraitement sur la vieille boîte en bois que sa mère lui avait laissée, tandis que ses yeux restaient fixés sur la figure imposante de Bernard Dupont, qui venait de monter sur scène. L'entrepreneur, connu pour sa discrétion et son pouvoir dans les coulisses du marché financier, ajusta le microphone d'un mouvement précis. Son costume italien impeccable et sa posture autoritaire contrastaient avec l'éclat inquiet dans ses yeux. À ses côtés, Thomas Dupont, son fils unique, maintenait une expression neutre, presque désintéressée. « Je vous remercie tous d'être présents en cette soirée spéciale », commença Bernard, sa voix grave résonnant dans la salle. « Comme vous le savez, la Fondation Dupont s'est toujours consacrée à des causes transformatrices. Aujourd'hui, cependant, nous ne sommes pas seulement ici pour une nouvelle action caritative. » Un murmure parcourut l'assistance. Élodie se pencha sur sa chaise, intriguée par le changement de ton de l'entrepreneur. Sur l'écran, elle pouvait voir les photographes s'approcher de la scène, appareils en main. « Mon fils Thomas a récemment terminé son doctorat en économie à Genève », continua Bernard, posant sa main sur l'épaule de son fils qui restait impassible. « Et le moment est venu de penser à l'avenir du groupe Dupont, pas seulement pour les affaires, mais aussi pour notre famille. » Le silence dans la salle était palpable. Thomas détourna son regard vers un point indéfini sur le mur, sa mâchoire légèrement tendue. « C'est pourquoi je lance aujourd'hui un défi unique. » Bernard fit une pause dramatique, ses yeux parcourant l'assemblée. « Celle qui apportera la plus belle bague épousera mon fils. » L'annonce tomba comme une bombe dans la salle. Les coupes tintèrent, les voix s'élevèrent en étonnement et confusion. Thomas, pour la première fois, montra une réaction visible, ses sourcils s'arquèrent d'incrédulité. Élodie, dans son appartement, faillit renverser sa tisane à la camomille. Ses doigts serrèrent instinctivement la petite boîte en bois qui avait appartenu à sa mère Claire, décédée quelques mois plus tôt. À l'intérieur reposait le seul trésor qu'elle possédait, une bague en argent ancien avec une opale, bleu clair héritage de sa grand-mère Amélie. « Les inscriptions commencent demain », poursuivit Bernard, ignorant le brouhaha. « Toutes les candidates seront soigneusement évaluées. La bague choisie ne sera pas nécessairement la plus chère ou la plus luxueuse, mais celle qui portera l'histoire la plus significative. » Les caméras se tournèrent vers Thomas, qui maintenait un sourire forcé. Ses yeux, cependant, révélaient un mélange de frustration et de résignation. Élodie remarqua comment ses mains, discrètement serrées, trahissaient son apparente tranquillité. « Ce n'est pas simplement un concours de bijoux, » conclut Bernard. « C'est une recherche de quelqu'un qui comprend la véritable valeur des choses. » Tandis que la salle explosait en applaudissements et commentaires excités, Élodie éteignit son ordinateur. Son regard erra dans son petit appartement, s'arrêtant sur les photographies de sa mère et de sa grand-mère accrochées au mur. La bague dans sa boîte semblait pulser avec les souvenirs de 3 générations. À la télévision, les premiers commentateurs spéculaient déjà sur l'insolite concours. Des noms de socialites et d'héritières étaient mentionnés comme favorites. Élodie ouvrit lentement la boîte, contemplant l'opale qui scintillait doucement sous la lumière de la lampe. Elle se rappela les mots de sa mère. « Tout ce qui brille n'est pas or. Parfois, c'est le temps qui façonne ce qui importe. » Ses doigts caressèrent la surface lisse de la pierre, tandis que son esprit vagabondait vers la lettre qu'elle avait trouvée parmi les affaires de Claire. Un texte simple, mais profond sur les valeurs, le temps et les véritables richesses. Élodie n'avait jamais imaginé participer à quelque chose comme cela, mais quelque chose en elle
lui disait qu'elle devait honorer cet héritage familial. La nouvelle du concours de la bague se répandit comme une traînée de poudre. En moins de 24 heures, les principaux médias du pays ne parlaient plus que de cela. Le nom de Thomas Dupont devint un sujet tendance sur les réseaux sociaux, et le siège du groupe Dupont fut encerclé par des journalistes avides de plus de détails sur cette compétition inhabituelle. Valérie Montel fut la première à se manifester publiquement. L'héritière du prestigieux réseau de bijouterie française accorda une interview exclusive dès le lendemain matin de l'annonce. Avec son accent caractéristique et ses gestes étudiés, elle déclara qu'elle participerait au concours avec une pièce unique, gardée depuis des générations dans sa famille. La bague que je présenterai a une histoire qui remonte à la royauté européenne, affirma Valérie, ses yeux verts brillants pour les caméras. C'est une pièce qui représente non seulement le luxe, mais aussi la tradition et le pouvoir. Pendant ce temps, dans son bureau à l'entreprise de comptabilité, Élodie essayait de se concentrer sur les tableurs devant elle. Les conversations, dans le couloir cependant, ne lui permettaient pas d'oublier l'événement de la veille. Ses collègues discutaient avec animation des candidates qui s'étaient déjà inscrites. « Tu as vu que Rebecca Garnier va aussi participer ?» commenta l'une d'elles, s'approchant du bureau d'Élodie. « Elle a des millions d'abonnés. Elle a déjà posté des stories montrant sa collection privée de bijoux. » Élodie se contenta de sourire, reportant son attention sur les chiffres sur son écran. Mais ses pensées continuèrent de revenir vers la petite boîte en bois dans son sac où reposait silencieusement la bague de sa grand-mère. Pendant le déjeuner, seule dans une petite cafétéria près du travail, Élodie trouva enfin le courage d'ouvrir à nouveau la lettre de sa mère. Les mots, écrits avec la calligraphie délicate de Claire, semblaient encore plus significatifs maintenant. « Ma chère Élodie, quand tu liras cette lettre, je serai déjà parti. Mais je veux que tu saches que le véritable héritage que je te laisse ne se trouve pas dans des comptes bancaires ou des propriétés. Il est dans cette bague que ta grand-mère Amélie m'a confiée et qui te revient maintenant. Elle porte notre histoire, nos valeurs, notre force. L'opale n'est pas la plus chère des pierres, mais sa beauté vient de l'intérieur, tout comme la tienne. Tout ce qui brille n'est pas or. Parfois, c'est le temps qui façonne ce qui importe. » Une larme solitaire coula sur le visage d'Élodie. Elle l'essuya discrètement, rangeant soigneusement la lettre. Au même moment, son téléphone vibra avec une notification. Les inscriptions pour le concours étaient officiellement ouvertes. Thomas Dupont, quant à lui, traversait les couloirs du holding d'un pas lourd. Les écrans des ordinateurs affichaient des manchettes sur le concours et il pouvait sentir les regards curieux des employés. Dans son bureau, il trouva une pile de magazines d'affaires avec sa photo en couverture. « Tu ne peux pas être sérieux avec cette histoire. »« Père, dit-il, entrant sans frapper dans le bureau de Bernard Dupont. L'homme d'affaires leva les yeux de ses documents, un sourire énigmatique aux lèvres. « Au contraire, fils, je n'ai jamais été aussi sérieux. »« Un concours de bagues, c'est ainsi que tu prétends définir l'avenir de l'entreprise, de ma vie ?» Bernard se leva calmement, s'approchant de la fenêtre qui offrait une vue panoramique sur la ville. « Tu ne comprends toujours pas, Thomas. Il ne s'agit pas seulement d'une bague ou d'un mariage, c'est un test de caractère, de valeur, d'essence. Un test public transmis par les médias transformant ma vie personnelle en cirque ? Parfois, répondit Bernard, se retournant pour faire face à son fils, il faut créer un spectacle pour révéler la vérité derrière les apparences. » Thomas sortit du bureau de son père en se sentant encore plus frustré. Dans l'ascenseur, il vérifia son téléphone. Il y avait déjà plus de 1000 inscriptions pour le concours. Parmi elles, des noms de familles traditionnelles, de célébrités et d'influenceuses numériques. Dans son appartement, Élodie prit enfin sa décision. D'une main tremblante, elle accéda au site officiel du concours. Les champs du formulaire d'inscription semblaient intimidants. Nom, historique familial, patrimoine déclaré, connexion sociale. Respirant profondément, elle commença à remplir. Élodie Martin, comptable, 28 ans. Dans la section concernant la bague, elle hésita un moment avant d'écrire. Opale bleu clair sur bague en argent ancien. Valeur estimée, inestimable. Histoire, 3 générations de femmes qui ont appris que la véritable beauté ne réside pas dans l'éclat extérieur, mais dans la force que nous portons en nous. Le processus de sélection des candidates se déroula au milieu d'une tempête médiatique.
Pendant 2 semaines, une équipe spécialisée analysa des milliers de candidatures, les réduisant à 100 finalistes. La liste officielle serait divulguée lors d'un événement retransmis en direct sur Internet. Laura André, ex-mannequin international avec des connexions sur le marché financier, attendait l'annonce dans son Penthouse à Neuilly. Ses yeux couleur miel étudièrent l'écran de l'ordinateur portable, tandis que ses doigts tambourinaient sur une boîte en velours noir qui contenait une bague avec un rare diamant rose. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda son conseiller Marc, ajustant ses lunettes à monture dorée. « Ta participation au concours pourrait affecter les négociations avec les investisseurs européens. » Laura sourit, un sourire calculé qui n'atteignait pas ses yeux. « Au contraire, Marc. Ce concours est exactement ce dont nous avons besoin pour consolider notre position. Un mariage avec Thomas Dupont ouvrirait toutes les portes qui nous sont encore fermées. » De l'autre côté de la ville, Rebecca Garnier réalisait un direct pour ses millions d'abonnés, exhibant sa collection de bijoux. L'influenceuse numérique, connue pour son style extravagant et sa personnalité explosive, ne lésinait pas sur les promesses. « Vous pouvez parier, mes chéris. La bague que j'ai choisie va tous vous laisser bouche bée. Et je vous préviens, je ne suis pas venu pour plaisanter. Qui essaiera de se mettre en travers de mon chemin découvrira un côté de moi que personne ne veut voir. » Élodie regardait tout cela pendant sa pause déjeuner, partageant un sandwich avec sa meilleure amie, Julie, dans le parc en face du bureau. La journée était particulièrement agréable, avec une légère brise agitant les feuilles des arbres. « Tu es vraiment prête pour ça, Élo ?» demanda Julie, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Ces femmes semblent intenses. » Élodie ajusta la bague d'opale à son doigt, observant comment la pierre changeait de teinte sous la lumière du soleil. « Je ne suis pas en compétition. » Avec elle, Julie. Je ne fais qu'honorer la mémoire de ma mère et de mamie Amélie. Si je ne suis pas sélectionné, je saurai au moins que j'ai essayé. L'ordinateur d'Élodie émit un son doux. La retransmission en direct commençait. Bernard Dupont apparut à l'écran, accompagné d'une équipe d'experts en joaillerie et en histoire de l'art. Après une analyse minutieuse, commença-t-il, nous avons sélectionné 100 femmes qui ont présenté les histoires les plus intrigantes et significatives. Chacune d'entre elles aura l'opportunité de présenter personnellement sa bague et son histoire lors d'une série d'événements exclusifs. La liste commença à être divulguée par ordre alphabétique. Comme prévu, Laura, André Valérie Montel et Rebecca Garnier figuraient parmi les premières confirmées. Leurs noms furent accueillis par une explosion de commentaires sur les réseaux sociaux. Élodie respirait à peine, ses yeux fixés sur l'écran, tandis que les lettres s'approchaient du M. Julie tenait sa main, offrant un soutien silencieux. Élodie, Martin. Le nom résonna presque irréellement parmi les patronymes traditionnels et célèbres. Élodie cligna plusieurs fois des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. Julie laissa échapper un cri de joie, l'étreignant avec force. « Tu as réussi, Élo, tu as réussi. » Dans le bureau du groupe Dupont, Thomas observait la retransmission avec une expression énigmatique. Son assistant Pierre entra dans la pièce avec un dossier contenant des informations détaillées sur chaque finaliste. « Quelque choix intéressant », commenta Pierre, feuilletant les documents. « Surtout cette Élodie Martin, une comptable ordinaire, sans connexion apparente. » Le comité a été intrigué par l'histoire de sa bague. Thomas prit la fiche d'Élodie, étudiant la photo jointe. Il y avait quelque chose dans son sourire discret qui semblait authentique, différent des expressions étudiées des autres candidates. « Une opale bleue », murmura-t-il, lisant la description, « sur une bague en argent ancien. » Ce n'est pas exactement ce qu'on attendrait dans un concours de ce niveau, observa Pierre. Thomas rangea la fiche, un léger sourire se formant sur ses lèvres. C'est peut-être exactement pour cela qu'elle a été choisie. Pendant ce temps, dans le bureau de Bernard Dupont, une réunion confidentielle avait lieu. Valérie Montel, accompagnée de son père Maurice, discutait des termes d'un éventuel partenariat commercial. « Comprenez, monsieur Dupont, » dit Maurice, son accent français plus prononcé que d'habitude. « Une union entre nos familles serait stratégiquement très bénéfique pour les deux parties. Notre réseau de bijouterie en Europe, combiné à votre empire financier. » Bernard leva la main, l'interrompant. « Maurice, j'apprécie votre vision des affaires, mais ce concours n'est pas une négociation commerciale.
c'est quelque chose de bien plus complexe. Complexe? Valérie se pencha en avant, ses yeux verts brillants de détermination. Croyez-moi, monsieur Dupont, je comprends parfaitement la complexité de la situation et je suis prête à prouver que je suis le bon choix, non seulement pour vos affaires, mais pour votre famille. Bernard observa la jeune femme avec intérêt. Au cours de ses années d'expérience dans les affaires, il avait appris à reconnaître l'ambition quand il la voyait, et Valérie Montel débordait d'ambition par tous les ports. La première phase du concours consistait en des entretiens individuels avec chacune des 100 finalistes. Le lieu choisi était la Fondation Dupont, un bâtiment historique au centre-ville qui abritait l'un des centres culturels les plus importants du pays. Élodie arriva ponctuellement à l'heure convenue, vêtue d'un ensemble simple mais élégant que Julie l'avait aidé à choisir. Le hall principal était rempli d'autres candidates, toutes impeccablement produites et entourées de conseillers. « Mademoiselle Martin ?» Une assistante s'approcha d'elle. « Veuillez me suivre, s'il vous plaît. » Tandis qu'elle traversait des couloirs décorés d'œuvres d'art contemporain, Élodie ne put s'empêcher de remarquer la différence entre elle et les autres concurrentes. Elle n'avait pas d'équipe, ne portait pas de bijoux hormis la bague de sa grand-mère et ne portait qu'un petit sac où elle gardait la lettre de sa mère. La salle d'entretien était un environnement accueillant, avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière naturelle. À sa surprise, elle ne trouva qu'une personne qui l'attendait, un jeune homme portant des lunettes à monture discrète et un blazer décontracté. « Bonjour, Élodie », sourit-il, lui tendant la main. « Je suis Lucas Mercier, conservateur de la Fondation. Nous allons discuter un peu. » Élodie acquiesça, s'asseyant dans le fauteuil indiqué. Lucas prit une tablette et commença à prendre des notes. « Parlez-moi de votre bague », demanda-t-il, son ton gentil diminuant un peu la tension qu'Élodie ressentait. Elle retira soigneusement la bague de son doigt, la remettant à Lucas. « Elle a appartenu à ma grand-mère Amélie, qui l'a transmise à ma mère Claire. Et maintenant, elle est à moi. L'opale n'est pas considérée comme une pierre précieuse selon les standards traditionnels, mais elle a un éclat unique, » compléta Lucas, étudiant la pierre sous la lumière. « Vous savez, les opales sont fascinantes. Elles changent de couleur selon l'angle de la lumière, comme si elles gardaient différentes histoires en elles. » Élodie sourit, surprise par l'observation. « Poétique. C'est exactement ce que ma grand-mère disait. Elle disait que l'opale était comme la vie. Sa beauté dépend de la façon dont on choisit de la regarder. » Dans un autre étage du bâtiment, Valérie Montel affrontait son propre entretien. Contrairement à Élodie, elle était entourée d'une équipe d'experts en joaillerie et avait préparé une présentation complète sur l'histoire de sa bague avec diamant. « Comme vous pouvez le voir, expliquait-elle, des gestes précis accompagnant ses paroles, ce diamant a été taillé en 1789, à la veille de la Révolution française. Il représente non seulement une valeur matérielle, mais un moment historique crucial. » Thomas Dupont, qui assistait à quelques entretiens via un circuit fermé de télévision dans son bureau, observait avec un intérêt croissant les différentes approches des candidates. Rebecca Garnier avait transformé son entretien en un véritable spectacle, diffusant tout en direct pour ses abonnés. Laura André, quant à elle, avait axé sa présentation sur les synergies commerciales potentielles que sa bague et son mariage pourraient apporter. Intéressant de voir comment chacune interprète le défi différemment, commenta Pierre, qui accompagnait Thomas. « Oui, » répondit Thomas, ses yeux fixés sur l'écran qui montrait l'entretien d'Élodie. Certaines voient cela comme un concours de bijoux, d'autres comme une négociation commerciale. Mais peu semblent comprendre le véritable objectif. À la fin de la journée, Élodie quitta la fondation en se sentant étrangement légère. Alors, qu'elle attendait le bus à l'arrêt, elle remarqua un homme debout près d'elle, observant une sculpture moderne installée sur la place en face du bâtiment. « C'est intéressant comme l'art peut nous faire voir les choses différemment, n'est-ce pas ?» commenta-t-il sans se retourner. Élodie regarda la sculpture. C'était une représentation abstraite du temps, avec des formes qui semblaient couler les unes dans les autres. Oui, surtout quand elle représente quelque chose d'aussi intangible que le temps. L'homme se tourna vers elle, et Élodie remarqua quelque chose de familier dans ses yeux. Pensez-vous que le temps guérit ou révèle simplement? Elle réfléchit un moment, se souvenant des mots de sa mère. Cela dépend de ce que vous faites pendant qu'il passe. Un petit sourire apparut sur les lèvres de l'homme
Mais avant qu'il puisse répondre, le bus d'Élodie arriva. Elle le salua d'un geste de la main et partit, sans savoir qu'elle venait d'avoir sa première vraie conversation avec Thomas Dupont. À mesure que le concours avançait, les médias commencèrent à identifier leurs favorites parmi les candidates. Valérie Montel, Rebecca Garnier et Laura André formaient ce qu'on appelait le trio d'or, apparaissant constamment dans des émissions de télévision et en couverture de magazines. Cependant, sur les réseaux sociaux, un mouvement différent commençait à prendre forme. Une page dédiée aux histoires de bijoux de famille avait partagé la photo de la bague d'Élodie, accompagnée d'un bref récit sur son origine. La simplicité et la profondeur de l'histoire avaient touché des milliers de personnes qui commencèrent à partager leurs propres histoires d'héritage familiaux. Élodie découvrit cela lors d'une autre journée ordinaire de travail, quand Julie fit irruption à son bureau agitant frénétiquement son téléphone. « Hello, tu es devenu un sujet tendance. Regarde ça !» s'exclama Julie montrant l'écran. Les gens utilisent le hashtag #BountyMelody et partagent des histoires sur les bijoux de leur grand-mère. Élodie cligna des yeux, stupéfaite, en lisant les commentaires. Des personnes de tout le pays partageaient des photos de bagues simples, de colliers anciens et d'autres bijoux qui portaient des histoires d'amour et de résilience. « C'est inattendu », murmura Élodie, sentant le poids de la bague d'opale à son doigt. Dans le bureau de Bernard Dupont, la répercussion ne passa pas non plus inaperçue. L'homme d'affaires observait les rapports médiatiques avec un intérêt particulier, tandis que son attaché de presse présentait les dernières analyses. « C'est un phénomène intéressant, monsieur Dupont », expliquait l'attaché. Alors que les autres candidates investissent dans le marketing traditionnel et les connexions de haut niveau, cette Élodie Martin a conquis un public complètement différent. Ce sont des gens ordinaires qui s'identifient à son histoire. Bernard sourit énigmatiquement. « Et que pense Thomas de tout cela ? Votre fils reste discret, comme toujours, mais nous avons remarqué qu'il suit de près toutes les répercussions. » De l'autre côté de la ville, Valérie Montel n'était pas du tout satisfaite de l'évolution des événements. Dans son bureau, à la filiale française des bijouteries Montel, elle dirigeait une réunion d'urgence avec son équipe de relations publiques. Comment une comptable insignifiante peut-elle nous voler l'attention ? Questionna-t-elle, sa voix tranchante comme un diamant. Nous devons changer cette narration immédiatement. Maurice Montel, qui suivait la réunion par visioconférence depuis Paris, intervint. Valérie, ma chérie, peut-être pouvons-nous utiliser cela à notre avantage. Le public adore une bonne rivalité. Les yeux verts de Valérie brillèrent d'une idée. Bien sûr, la princesse et la roturière. Le diamant contre l'opale. Nous pouvons transformer cela en un conte de fées à l'envers. Pendant ce temps, à la Fondation Dupont, Thomas trouvait un moment de paix dans la galerie d'art. Depuis le jour de l'entretien, il n'arrivait pas à se sortir de la tête la conversation qu'il avait eue avec la mystérieuse femme à l'arrêt de bus. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler du temps qui l'intriguait profondément. Toujours en contemplation du temps, la voix de Lucas, le conservateur, interrompit ses pensées. Thomas sourit, en essayant de le comprendre, en fait. « Vous avez interviewé toutes les candidates, n'est-ce pas? Qu'en avez-vous pensé ?» Lucas ajusta ses lunettes, pensif. « Chacune a sa propre façon de briller, mais savez-vous ce qui est intéressant? Certaines brillent comme des projecteurs, attirant toute l'attention sur elles. D'autres, brillent comme des étoiles lointaines, celles que l'on remarque seulement quand on prend vraiment le temps de regarder. Comme la candidate à la bague d'opale, demanda Thomas, essayant de paraître désinvolte. Élodie Martin, confirma Lucas. Vous savez, Thomas, il y a des personnes qui passent leur vie entière à essayer de prouver leur valeur. Et il y a celles qui sont simplement précieuses, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. La conversation fut interrompue par une agitation dans les couloirs de la Fondation. Rebecca Garnier venait d'arriver pour une séance photo non autorisée, diffusant tout en direct pour ses abonnés. Les amis, regardez quel endroit incroyable, narrait-elle, faisant tourner la caméra dans l'environnement. Et vous savez, ce qui est encore mieux, je viens de découvrir une histoire super intéressante sur une certaine candidate qui, avant qu'elle puisse continuer, la sécurité de la Fondation intervint, mettant fin à la diffusion. Mais le mal était fait. Dans les heures suivantes, les réseaux sociaux bouillonneraient de spéculations sur le secret que Rebecca était sur le point de révéler.
Élodie, étrangère à tout cela, avait décidé de faire quelque chose de différent après le travail. Au lieu de rentrer directement chez elle, elle descendit quelques arrêts avant et marcha jusqu'à un petit parc où elle avait l'habitude d'aller avec sa mère. Elle s'assit sur un banc, observant le coucher de soleil qui peignait le ciel de teintes orangées. Elle sortit la lettre de sa mère de son sac, relisant les mots qu'elle connaissait déjà par cœur. Une brise légère agita les pages, apportant avec elle le parfum des fleurs du jardin. Élodie ferma les yeux, laissant les souvenirs l'envelopper. « C'est un endroit spécial », une voix familière la surprit. Elle ouvrit les yeux et trouva le même homme de la sculpture du temps. Cette fois, il tenait un café à emporter et avait l'air fatigué, comme s'il venait de sortir d'une longue réunion. Élodie sourit à l'inconnu, qui ne semblait désormais plus si inconnu. « Oui, c'est spécial, j'avais l'habitude de venir ici avec ma mère. »« Avait l'habitude » demanda-t-il doucement, s'asseyant à l'autre extrémité du banc, après qu'elle eut fait un geste d'invitation. « Qu'elle est partie il y a quelques mois, » répondit Élodie, rangeant la lettre dans son sac. « Mais d'une certaine façon, je la sens encore présente ici. » L'homme acquiesça, compréhensif. Certains endroits ont ce pouvoir, n'est-ce pas, de garder des souvenirs, de nous faire sentir connectés. Pendant quelques minutes, ils restèrent dans un silence confortable, observant les couleurs du ciel changer. Élodie remarqua comme il semblait se détendre progressivement, comme s'il laissait un poids invisible glisser de ses épaules. « Vous apparaissez toujours dans des moments contemplatifs », fit-elle remarquer, rompant le silence. Il rit doucement. « Peut-être que j'ai besoin de plus de moments comme celui-ci. Vous savez, parfois la vie nous pousse dans des directions que nous n'avons pas choisies. » Avant qu'il puisse continuer, son téléphone sonna avec insistance. Avec un soupir résigné, il se leva. « Je dois y aller, mais c'était bon de partager ce moment. » Élodie le regarda partir, réalisant que, une fois encore, ils n'avaient pas échangé leur nom. Il y avait quelque chose de réconfortant dans cet anonymat, dans cette connexion sans prétention. Le lendemain, la bombe que Rebecca Garnier avait insinuée explosa sur les réseaux sociaux. Une source anonyme avait divulgué des informations sur de prétendues dettes de la famille d'Élodie, insinuant que sa participation au concours était motivée par des intérêts financiers. « Hello, tu dois voir ça !» Julie entra dans la salle de repos du bureau où Élodie déjeunait seule. « Ils essaient de te diffamer. » Élodie prit le téléphone de son ami, lisant les manchettes sensationnalistes. Son cœur se serra en voyant comment il déformait l'histoire de sa famille, transformant des années de travail honnête en un prétendu stratagème intéressé. « Je ne vais pas me défendre, » déclara-t-elle, rendant le téléphone. « Mon histoire est vraie, Julie, et la vérité n'a pas besoin de crier pour être entendue. » Pendant ce temps, au siège du groupe Dupont, Thomas confrontait son père. « Cela a dépassé les limites. Nous devons intervenir. » Bernard resta calme, feuilletant tranquillement quelques documents. Pourquoi? Si elle est vraiment ce qu'elle semble être, elle saura gérer cela. Et si ce n'était pas juste qu'elle doive gérer cela seule, questionna Thomas, la frustration évidente dans sa voix. « Fils !» Bernard se leva, posant une main sur l'épaule de Thomas. « Parfois, nous devons laisser les gens montrer qui ils sont vraiment. Tous. » À la fin de cette journée, quelque chose d'inattendu se produisit. Une dame âgée, ancienne cliente, de la bijouterie où la grand-mère d'Élodie avait travaillé comme vendeuse, contacta la presse avec une histoire différente. Amélie Martin n'était pas juste une vendeuse, raconta-t-elle émue. C'était quelqu'un qui comprenait que les bijoux ne sont pas seulement des pierres et des métaux. Ce sont des histoires, des moments, des sentiments. Elle m'a aidé à choisir la bague que je porte depuis 50 ans, non pas pour sa valeur, mais pour l'histoire qu'elle pourrait raconter. D'autres anciens clients commencèrent à apparaître, partageant des souvenirs similaires. Le hashtag Messa Histoire d'Amélie commença à prendre de l'ampleur, surpassant les accusations négatives. Laura André observait tout cela avec un intérêt calculé depuis son penthouse. « C'est impressionnant », commenta-t-elle à son conseiller. « Plus ils essaient de la faire tomber, plus elle devient forte. »« Devrions-nous nous inquiéter ?» demanda Marc, son conseiller. Laura sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Au contraire, laissez Valérie et Rebecca gaspiller leur énergie à essayer de la détruire. Nous avons un plan différent. » À la fondation Dupont, Lucas retrouva Thomas dans la galerie, cette fois arrêté. Devant une nouvelle exposition, de vieilles photographies de la ville.
Savez-vous ce qui est fascinant dans ces photos ? Commenta Lucas. Ce ne sont pas les bâtiments ou les rues qui attirent l'attention. Ce sont les gens ordinaires, vivants. Leurs vies extraordinaires sans savoir qu'ils faisaient l'histoire. Thomas acquiesça, ses yeux fixés sur une photographie particulière. Une ancienne bijouterie du centre-ville avec une vendeuse souriante servant un couple. Il y avait quelque chose de familier dans ce sourire, quelque chose qu'il avait vu récemment sur un autre visage. La deuxième phase du concours fut annoncée lors d'une conférence de presse luxueuse à l'Hôtel Royal. Bernard Dupont, impeccable dans son costume italien, révéla que les candidates participeraient à une série d'événements caritatifs organisés par la Fondation Dupont. « Nous ne cherchons pas seulement un bijou précieux », déclara-t-il aux journalistes. « Présent. Nous cherchons quelqu'un qui comprend le véritable sens de la valeur et de la contribution sociale. » Le premier événement serait un dîner de bienfaisance au profit d'un projet d'éducation pour enfants. Les candidates devraient non seulement y assister, mais aussi participer activement à l'organisation, démontrant leurs compétences en leadership et leur sensibilité sociale. Élodie reçut la nouvelle avec un mélange d'appréhension et de détermination. Dans son petit appartement, elle examina sa garde-robe limitée, réfléchissant à comment se présenter convenablement à un événement aussi sophistiqué. « Tu n'as pas besoin de rivaliser avec leur garde-robe, » dit Julie, qui était venue l'aider. « Tu te souviens de ce que ta mère disait toujours sur l'élégance ?» Élodie sourit, se rappelant les mots de Claire. « L'élégance n'est pas dans ce que tu portes, mais dans la façon dont tu traites les gens. » Pendant ce temps, dans le bureau de Valérie Montel, une réunion stratégique avait lieu. L'héritière des bijouteries françaises avait convoqué Rebecca Garnier et d'autres candidates influentes pour une proposition. « Mesdames, nous devons être pragmatiques, » commença Valérie, servant du champagne dans des flûtes en cristal. « Cet événement caritatif est notre opportunité de montrer qui appartient réellement à ce cercle et qui n'y appartient pas. » Rebecca, ajustant sa caméra pour une diffusion en direct, sourit malicieusement. « J'ai déjà quelques plans pour notre cher comptable. » « Rien de trop évident, » avertit Valérie. « Nous devons être subtils. » Dans le penthouse de Laura André, une réunion différente avait lieu. L'ex-mannequin avait invité des représentants de grandes entreprises et des investisseurs pour discuter de partenariats potentiels avec le projet caritatif. « Imaginez, » argumentait-elle, des gestes élégants ponctuant ses paroles, une fusion entre responsabilité sociale et opportunité d'affaires. C'est ce dont le groupe Dupont a besoin pour sa prochaine phase. Thomas, qui suivait les préparatifs de l'événement à distance, se sentait de plus en plus mal à l'aise avec la tournure que prenaient les choses. Dans une conversation privée avec Lucas, il exprima ses préoccupations. Elles ont transformé un projet caritatif en une arène de compétition, se lamenta-t-il. C'est exactement le contraire de ce que cela devrait être. Lucas organisant quelques photographies pour une exposition qui aurait lieu pendant le dîner, répondit pensivement « Parfois, Thomas, il faut laisser les masques tomber naturellement. Vous seriez surpris de ce que les gens révèlent quand ils pensent que personne ne fait attention. » Le soir de l'événement, le salon de l'Hôtel Royal resplendissait. Des tables élégamment décorées, avec des orchidées blanches et des cristaux, formaient un décor éblouissant. Les candidates arrivaient une à une, chacune essayant de se démarquer à sa manière. Valérie apparut dans une robe Dior exclusive, sa bague avec un diamant historique captant tous les reflets. Rebecca fit son entrée en diffusant en direct sa suite d'abonnés numériques, commentant chaque détail. Laura circulait avec aisance parmi les hommes d'affaires et les mondaines, sa bague avec un diamant rose servant de sujet à des conversations stratégiques. Élodie arriva discrètement, portant une robe bleu marine simple qui avait appartenu à sa mère, avec de petits ajustements faits par Julie. Sa bague d'opale, toujours présente, semblait pulser d'une lumière propre sous les lumières du salon. En entrant dans l'environnement, elle remarqua immédiatement comment certaines candidates chuchotaient et riaient, lançant des regards dans sa direction. Mais son attention fut captée par autre chose. Sur les murs du salon, de grandes photographies en noir et blanc racontaient l'histoire de la Fondation Dupont et de ses projets sociaux. Une photo en particulier la fit s'arrêter. Elle montrait sa grand-mère Amélie, jeune et souriante, remettant un chèque à un orphelinat.
La légende disait 1975, don anonyme, via la bijouterie centrale pour l'orphelinat Sainte-Claire. Impressionnant comme certaines histoires se connectent, n'est-ce pas? Une voix familière résonna derrière elle. C'était lui, l'homme du parc et de la sculpture, maintenant impeccablement, vêtu d'un costume sombre. « Vous » Élodie commença, mais fut interrompue par un soudain tumulte dans le salon. Valérie Montel venait d'annoncer un don surprenant pour le projet, volant toute l'attention. Le dîner de bienfaisance se poursuivait selon son programme soigneusement orchestré. Valérie Montel, après son annonce spectaculaire de donation, commandait l'attention générale avec un discours éloquent sur la responsabilité sociale et la tradition familiale. Élodie, toujours près de la photographie de sa grand-mère, se sentait partagée entre la surprise de la rencontre interrompue et une inquiétude croissante. L'homme mystérieux avait de nouveau disparu parmi les invités, ne laissant que l'écho de sa présence. « Mademoiselle Martin ?» Une voix douce la ramena au présent. C'était une dame âgée, appuyée sur une canne élégante. « Je suis Béatrice Mercier, ancienne amie de votre grand-mère Amélie. » Élodie tourna son attention vers la dame, remarquant comme ses yeux brillaient de souvenirs anciens. « Vous avez connu ma grand-mère ?»« Oh oui », Béatrice sourit affectueusement. Amélie a fait bien plus que simplement vendre des bijoux. Elle comprenait que chaque pièce avait une histoire à raconter, une signification au-delà de la valeur matérielle. Pendant qu'elle conversait, de l'autre côté du salon, Rebecca Garnier mettait en pratique son plan. Avec sa caméra toujours allumée, elle s'approcha accidentellement d'Élodie au moment où des serveurs passaient avec des plateaux de champagne. « Oups !» s'exclama Rebecca, heurtant délibérément un serveur qui passait. Le plateau s'inclina dangereusement en direction de la robe d'Élodie. Ce qui se passa ensuite surprit tout le monde. Avec une agilité impressionnante, Élodie non seulement évita le champagne, mais réussit également à stabiliser le plateau, évitant un désastre plus important. « Réflexe rapide », commenta Béatrice avec un sourire connaisseur. « Exactement, comme votre grand-mère. » Le moment fut capturé en direct par les abonnés de Rebecca, mais pas de la manière qu'elle espérait. Au lieu d'une humiliation, les commentaires exaltaient l'élégance et la présence d'esprit d'Élodie. Lucas, qui observait tout discrètement, s'approcha de Thomas dans un coin du salon. Intéressant comme certains plans ont l'effet inverse à celui désiré, n'est-ce pas? Thomas acquiesça, ses yeux suivant Élodie tandis qu'elle continuait sa conversation avec Béatrice. « Elle est différente des autres », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Lucas. La soirée avançait et Bernard Dupont monta sur scène pour faire une annonce importante. « Cette soirée n'est pas seulement à propos de dons ou d'apparence », commença-t-il, sa voix grave captant l'attention de tous. Il s'agit de comprendre le véritable sens de la valeur et de l'héritage. Pendant qu'il parlait, Élodie remarqua quelque chose de curieux. Sur une table discrète, près d'une des fenêtres, il y avait une vieille boîte à bijoux. Elle semblait déplacée au milieu de la décoration moderne de l'événement. Béatrice, suivant son regard, sourit à nouveau. « Cette boîte a une histoire intéressante », commenta-t-elle. « C'est à travers elle que votre grand-mère faisait ses dons anonymes. Peu le savent, mais Amélie gardait une petite partie de son salaire chaque mois, pendant des années, pour aider les enfants dans le besoin. » Élodie sentit ses yeux s'embuer. « Elle ne m'a jamais raconté cela. Certaines des meilleures histoires sont celles que nous découvrons peu à peu, » répondit Béatrice, serrant doucement sa main. « Comme ce jeune homme qui ne vous quitte pas des yeux depuis que vous êtes arrivé. » Élodie rougit légèrement, mais avant qu'elle puisse répondre, Laura André prit le centre du salon. Avec sa présence magnétique, l'ex-mannequin international présenta une proposition élaborée de partenariat entre entreprises pour étendre le projet caritatif. Imaginez le potentiel. Sa voix mélodieuse résonnait dans l'environnement. Une fusion entre tradition, innovation et responsabilité sociale. Valérie observait tout avec un sourire contrôlé, mais ses yeux verts révélaient de l'irritation. Son plan de dominer l'événement était éclipsé non seulement par Laura, mais aussi par l'attention inattendue qu'Élodie recevait. La soirée touchait à sa fin lorsque Bernard fit sa dernière annonce. Dans le cadre de cette initiative, chaque candidate aura l'opportunité de développer son propre projet social, quelque chose qui reflète ses valeurs et sa vision de l'avenir. Élodie, toujours en conversation avec Béatrice, ne remarqua pas le regard significatif que Bernard échangea avec son fils.
Thomas, quant à lui, comprenait enfin une partie du plan de son père. Le concours n'avait jamais été seulement à propos de bagues ou de mariage. En quittant l'événement, Élodie trouva une petite enveloppe dans son sac. À l'intérieur, il n'y avait qu'une phrase écrite dans une calligraphie élégante. Parfois, le plus grand trésor n'est pas ce qui brille le plus, mais ce qui reste vrai au fil du temps. L'écriture était inconnue, mais quelque chose dans le ton du message la fit sourire, lui rappelant l'homme mystérieux et leur conversation sur le temps. Dans les jours qui suivirent l'événement caritatif, les médias bouillonnaient de spéculations et d'analyses. La rencontre d'Élodie avec Béatrice Mercier était devenue virale, surtout après que d'anciens registres de la bijouterie centrale aient commencé à circuler, révélant le travail silencieux et dévoué d'Amélie Martin. Élodie, cependant, était concentrée sur autre chose. Le défi de développer son propre projet social l'avait plongée dans les souvenirs de sa famille. Dans son petit appartement, elle avait étalé de vieilles photographies, des coupures de journaux et des notes sur la table du salon. « Regarde ce que j'ai trouvé !» s'exclama Julie, qui l'aidait dans sa recherche. C'était un ancien album de coupures qui avait appartenu à la grand-mère Amélie. Ta grand-mère gardait des registres de tous les enfants qu'elle a aidés au fil des ans. Élodie feuilleta l'album avec soin, découvrant une facette inconnue de sa grand-mère. Chaque page contenait des histoires de vie transformées, de rêves réalisés, de petits miracles quotidiens construits avec dévouement et discrétion. « Julie, » dit doucement Élodie, ses yeux brillants d'une idée naissante. « Je crois que je sais exactement quel type de projet je veux développer. » Pendant ce temps, au siège du groupe Dupont, Thomas affrontait ses propres dilemmes. Lors d'une réunion tendue avec le conseil d'administration, plusieurs membres exprimaient leur inquiétude quant à l'orientation du concours. « Nous devons penser stratégiquement », argumentait l'un des conseillers les plus anciens. « L'union avec les bijouteries Montel pourrait ouvrir des marchés importants en Europe, ou le partenariat avec Laura André, ajouta un autre. Ses contacts sur le marché financier sont impressionnants. » Thomas observait la discussion avec une frustration croissante. Son regard se porta vers la fenêtre, se rappelant les conversations qu'il avait eues avec Élodie, même si elle ne savait pas qui il était. La simplicité et la profondeur de ses paroles contrastaient drastiquement avec les manipulations et les jeux de pouvoir qui l'entouraient. Dans son bureau privé, Valérie Montel traçait ses prochains mouvements. Une détective privée venait de lui remettre un rapport détaillé sur le passé d'Élodie. « Intéressant », murmura Valérie, ses yeux verts parcourant les pages. Alors, Madame Amélie avait un secret encore plus grand. Maurice Montel, connecté. Par visioconférence depuis Paris, se montrait impatient. « Ma chérie, nous devons agir vite. Les investisseurs attendent un dénouement favorable. »« Patience, papa, » répondit Valérie avec un sourire calculé. « Parfois, il faut sacrifier un pion pour capturer la reine. » De l'autre côté de la ville, Rebecca Garnier affrontait une crise d'image inattendue. Sa tentative d'humilier Élodie lors de l'événement caritatif s'était retournée contre elle, avec ses propres abonnés qui remettaient en question son authenticité. « Nous devons changer la narration », insistait son conseiller en médias sociaux. « Que diriez-vous d'une série de vidéos montrant votre côté plus humain ?» Rebecca ajusta sa perruque blonde, frustrée. « Humain ? Le public ne veut pas d'humain, il veut du spectacle. » Laura André, quant à elle, se tenait stratégiquement, à l'écart de ses disputes publiques. Dans son penthouse, elle analysait soigneusement chaque mouvement de ses concurrentes. « C'est fascinant », commenta-t-elle avec Marc, son conseiller. « Pendant que Valérie et Rebecca s'épuisent en attaque directe, notre petite comptable grimpe dans les sondages, sans faire d'efforts. » Élodie, étrangère à toutes ces machinations, avait décidé de visiter l'ancienne bijouterie centrale, maintenant fermée et abandonnée au centre-ville. Le bâtiment, même détérioré, conservait une élégance nostalgique. Tandis qu'elle observait la façade, une voix familière la surprit. « Vous aimez aussi explorer le passé ?» C'était encore lui, l'homme mystérieux, maintenant vêtu, d'un jean et d'une chemise décontractée. Il semblait plus détendu que d'habitude, comme s'il fuyait aussi quelque chose. « En fait, je cherche de l'inspiration, » répondit Élodie, souriant. « Parfois, nous devons regarder en arrière pour trouver le chemin à suivre. »« Et qu'avez-vous trouvé ?» demanda-t-il.
S'approchant pour mieux observer la vitrine poussiéreuse, Élodie toucha doucement le verre. Une histoire de dévouement. Silencieux. Ma grand-mère a travaillé ici pendant des décennies. Elle croyait que chaque bijou avait une histoire à raconter, mais plus important encore, elle croyait que chaque personne méritait la chance de créer sa propre histoire. L'homme l'observait avec intensité. Et c'est ce que vous avez l'intention de faire avec votre projet social? Oui, sourit Élodie, ses yeux brillants d'enthousiasme. Je veux créer un programme de mentorat et de formation professionnelle, pas seulement pour les jeunes, mais pour toute personne qui souhaite réécrire son histoire. Il semblait sur le point de dire quelque chose d'important quand son téléphone vibra avec insistance. Avec un soupir résigné, il vérifia le message. « Je dois y aller, mais j'aimerais en entendre plus sur ce projet. »« Demain, même heure ?» suggéra Élodie, se surprenant elle-même par son audace. « Même endroit », confirma-t-il avec un sourire qui illumina son visage. Le lendemain matin, l'atmosphère à la Fondation Dupont était électrisée. Bernard avait convoqué une réunion extraordinaire avec toutes les finalistes pour qu'elles présentent leurs projets sociaux. L'auditorium principal, normalement réservé aux grands événements corporatifs, était préparé pour recevoir les présentations. Valérie Montel fut la première à monter sur scène, impeccable dans un ensemble Chanel. Son projet, un partenariat entre bijouterie de luxe et école de design, promettait d'offrir des bourses d'études à de jeunes talents. « C'est une façon d'unir tradition et innovation », expliqua-t-elle, sa présentation remplie de graphiques impressionnants et de projections ambitieuses. De plus, nous avons déjà l'engagement de plusieurs marques internationales. Rebecca Garnier présenta ensuite, transformant son tour en un véritable spectacle multimédia. Son projet se concentrait sur une plateforme numérique pour connecter les artisans traditionnels avec le marché du luxe. « Nous allons démocratiser l'accès au marché de la joaillerie », déclara-t-elle, tandis que ses abonnés commentaient en direct. « Il est temps d'amener la tradition à l'ère numérique. » Laura André impressionna tout le monde avec une proposition qui mélangeait durabilité et responsabilité sociale. Son projet proposait la création d'une certification pour les bijoux produits avec des pratiques durables et du commerce équitable. Élodie attendait son tour tranquillement au fond de l'auditorium, révisant ses notes simples. Julie avait insisté pour l'accompagner afin de lui apporter un soutien moral. « Respire profondément », chuchota Julie, serrant sa main. « Tu connais cette histoire mieux que quiconque. » Quand vint son tour, Élodie monta sur scène sans présentation PowerPoint ni effets spéciaux. Elle portait simplement avec elle l'ancien album de coupure de sa grand-mère et quelques photographies. « Mon projet s'appelle « Histoire qui brille », commença-t-elle, sa voix douce mais ferme. « Il ne s'agit pas de bijoux, mais de personnes. De donner à chacun l'opportunité de façonner sa propre histoire. » Pendant qu'elle parlait, Élodie partagea des histoires de l'album de sa grand-mère. Des histoires de jeunes qui avaient reçu des bourses d'études anonymes, de familles qui avaient pu recommencer, de rêves qui semblaient impossibles, mais qui s'étaient réalisés grâce à de petits actes de générosité. « Ce que je propose, c'est un réseau de mentorat et de soutien, » continua-t-elle, où des professionnels expérimentés peuvent partager non seulement des connaissances, mais aussi des opportunités, où chaque histoire de réussite devient un pont pour de nouvelles histoires. Au fond de l'auditorium, Thomas observait la présentation avec une admiration croissante. À ses côtés, Lucas souriait discrètement. « Elle ne vend pas un projet », commenta Lucas. « Elle partage une vision. » Bernard Dupont, assis au premier rang, maintenait une expression neutre, mais ses yeux révélaient une lueur d'intérêt particulier. Valérie, cependant, parvenait à peine à contenir son irritation. Le rapport de sa détective privée brûlait dans son sac, attendant le bon moment pour être utilisé. Après les présentations, alors que les candidates se dispersaient pour un cocktail, Élodie fut surprise par Béatrice Mercier, qui l'attendait dans le couloir. « Votre grand-mère serait fière, dit la dame, les yeux embués. Mais il y a autre chose que vous devez savoir à son sujet. » Élodie sentit son cœur s'accélérer. « Autre chose ?» Béatrice regarda autour d'elle, s'assurant qu'elles étaient seules. Amélie n'était pas seulement une vendeuse à la bijouterie centrale. Elle était. Un soudain brouhaha dans le couloir l'interrompit. Valérie Montel s'approchait, suivie par un petit groupe de journalistes.
Élodie, ma chère, appela Valérie, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Quelle présentation touchante! Mais savez-vous ce qui est vraiment intéressant? Ce que j'ai découvert sur votre famille. Élodie sentit Béatrice serrer son bras en avertissement. Au même instant, une silhouette familière apparut dans le couloir. L'homme mystérieux, maintenant, avec une expression sérieuse qu'Élodie n'avait jamais vue auparavant. « Mademoiselle Montel », sa voix était ferme, « je pense que nous devons parler en privé. » Valérie pâlit légèrement en le reconnaissant, mais maintint sa posture. « Thomas ?» Dupont. Quelle surprise, agréable. Élodie sentit le monde tourner un moment. L'homme avec qui elle avait partagé des conversations et des moments spéciaux était Thomas Dupont. Avant qu'elle puisse complètement assimiler cette révélation, Béatrice la tira doucement loin du groupe. « Venez, ma chère, chuchota la dame. Il y a beaucoup plus d'histoires à raconter, et croyez-moi, certaines vérités ont besoin du bon moment pour briller. » Béatrice conduisit Élodie jusqu'à une petite salle de réunion à l'étage supérieur de la fondation. L'environnement, avec ses murs revêtus de bois sombre et de vieilles photographies encadrées, semblait contenir des histoires gardées pendant des décennies. « Asseyez-vous, ma chère, » dit Béatrice, fermant doucement la porte. « Ce que je vais vous raconter aurait dû être révélé il y a longtemps. » Élodie obéit, son cœur encore accéléré par la découverte de la véritable identité de Thomas. La dame âgée sortit de son sac une enveloppe jaunie par le temps. « Votre grand-mère Amélie n'était pas seulement une employée de la bijouterie centrale, » commença Béatrice, sa voix chargée de souvenirs. « Elle en était la véritable propriétaire. » Élodie cligna des yeux, confuse. « Comment ça, mais j'ai toujours pensé qu'elle n'était qu'une vendeuse. » « Amélie était une femme en avance sur son temps, » expliqua Béatrice, ouvrant l'enveloppe avec soin. À une époque où les femmes occupaient rarement des positions de pouvoir, elle a préféré rester en coulisses. La bijouterie appartenait officiellement à son mari, votre grand-père, mais c'était elle qui gérait vraiment tout. De l'enveloppe, Béatrice sortit une vieille photographie. On y voyait une jeune Amélie souriant aux côtés d'un homme élégant, Bernard Dupont, visiblement plus jeune. « Votre grand-mère et Bernard étaient de grands amis, » continua Béatrice. « C'est elle qui l'a conseillé pour ses premiers investissements, qui l'a aidé à établir les bases de ce qui est aujourd'hui le groupe Dupont. » Élodie prit la photographie d'une main tremblante. Pourquoi n'a-t-elle jamais raconté cela? Amélie croyait que la vraie valeur ne résidait pas dans la reconnaissance publique, mais dans les actions silencieuses qui transformèrent des vies, répondit Béatrice. Le programme de dons anonymes, les bourses d'études, tout cela a été créé par elle, avec le soutien discret de Bernard. Dans le couloir, pendant ce temps, Thomas affrontait Valérie dans une salle séparée. Son visage normalement gentil était marqué d'une gravité inhabituelle. « Qu'avez-vous exactement l'intention de faire avec ces informations, Valérie ?» demanda-t-il, sa voix contrôlée mais ferme. Valérie maintenait son sourire calculé. « Je pense simplement que le public mérite de connaître la vérité sur la famille Martin, sur comment cette apparente simplicité cache une histoire beaucoup plus intéressante. Et vous pensez que révéler cela maintenant bénéficierait à qui ?» questionna Thomas s'approchant de la fenêtre. « La véritable histoire de la bijouterie centrale est connue de peu, dont mon père et moi. Si vous essayez d'utiliser cela contre Élodie, vous affronterez non seulement la mémoire d'Amélie Martin, mais aussi le groupe Dupont. » Les yeux verts de Valérie étincelèrent. « Vous me menacez de me disqualifier du concours. Je vous rappelle que l'intégrité n'est pas seulement un joli mot pour les communiqués de presse, » répondit Thomas, son ton maintenant plus doux. « C'est quelque chose qui se construit par des actions, pas par des manipulations. » Dans le hall principal, Laura André observait le mouvement avec un intérêt calculé. Son assistant, Marc, s'approcha discrètement. « Les actions de la bijouterie centrale existent encore, murmura-t-il. Elles sont au nom d'une holding familiale. Si Élodie est l'unique héritière... » « Non, interrompit Laura, surprenant son conseiller. Certaines histoires ne doivent pas être exploitées. Certaines vérités méritent leur propre temps pour émerger. » Julie, qui attendait anxieusement au rez-de-chaussée, fut surprise par Lucas, le conservateur de la fondation. « Votre ami est sur le point de découvrir que parfois le destin a un sens de l'humour très particulier, » commenta-t-il, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Comment ça ?» demanda Julie, intriguée. Lucas pointa une vieille photographie sur le mur, une que peu remarquaient.
On y voyait Amélie Martin et Bernard Dupont coupant le ruban d'inauguration du premier siège de la Fondation Dupont. Certaines rencontres, dit Lucas, sont écrites bien avant qu'elles ne se produisent. À l'étage supérieur, Élodie continuait d'absorber les révélations de Béatrice. Chaque nouvelle information semblait reconfigurer ses souvenirs, donnant une nouvelle signification à des gestes et des mots de sa grand-mère qui semblaient auparavant de simples coïncidences. « Mais il y a quelque chose d'encore plus important, » dit Béatrice, sortant un dernier document de l'enveloppe. « Quelque chose que votre grand-mère a préparé spécialement pour ce moment. »« Ce moment ?» demanda Élodie, confuse. « Comment pouvait-elle savoir ?» Béatrice sourit, un sourire qui mêlait tendresse et admiration. « Votre grand-mère disait toujours que le temps est le plus grand joaillier. Il façonne les histoires jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à briller. » Le document que Béatrice tenait était un testament, non pas seulement de biens matériels, mais d'une vie entière dédiée à transformer des vies silencieusement. Élodie commença à lire les mots de sa grand-mère, écrits avec la même élégance qui caractérisait tous ses actes. « Ma chère Élodie, si tu lis cette lettre, cela signifie que le temps a finalement aligné toutes les pièces. En tant que joaillère, j'ai appris que chaque pierre précieuse a son moment exact pour révéler sa véritable beauté. Notre histoire n'est pas différente. La bijouterie centrale n'a jamais été seulement un établissement commercial. C'était un point de rencontre de destin, un lieu où les histoires s'entrelaçaient comme les fils d'or les plus délicats. C'est là que j'ai rencontré Bernard Dupont, un jeune entrepreneur avec des rêves plus grands que ses ressources, mais avec une intégrité qui brillait plus que n'importe quel diamant. Ensemble, nous avons créé quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Tandis qu'il construisait son empire financier, je gardais les portes de la bijouterie ouvertes, non seulement pour vendre des bijoux, mais pour créer des opportunités. Chaque bourse accordée, chaque famille aidée, chaque rêve réalisé a été une pierre précieuse dans notre propre couronne de réalisation. La bague d'opale que tu portes maintenant n'est pas seulement un bijou de famille. C'est un symbole de notre philosophie. La vraie beauté n'a pas besoin de crier pour être remarquée. Elle est simplement constante et vraie, changeant de couleur avec la lumière, mais gardant son essence intacte. La bijouterie centrale, avec tout son patrimoine et son histoire, t'appartient maintenant. Mais le véritable héritage n'est pas dans les papiers ou les comptes bancaires. Il est dans l'engagement à continuer de transformer des vies, à comprendre que la richesse sans but est comme un bijou sans éclat. Élodie interrompit sa lecture, ses mains tremblant légèrement. Pourquoi maintenant? Pourquoi à travers le concours? Béatrice s'ajusta dans son fauteuil, ses yeux brillants d'une sagesse ancienne. Parce que certaines histoires ont besoin d'être testées par le temps. Bernard et votre grand-mère ont toujours cru que le véritable caractère d'une personne se révèle non pas quand elle a tout, mais quand elle est mise au défi de prouver sa valeur. Dans le couloir, Thomas marchait inquiet, assimilant sa propre révélation. Les conversations qu'il avait eues avec Élodie sans qu'elle sache son identité avaient été les plus honnêtes et significatives de sa vie. Maintenant, il craignait que la vérité puisse tout changer. Lucas s'approcha silencieusement. « Vous savez, Thomas, parfois, la peur de perdre quelque chose de spécial nous empêche de voir que cette chose peut devenir encore plus spéciale. Avec la vérité. Elle doit me détester maintenant, murmura Thomas. Penser que j'ai été malhonnête, que j'ai joué avec ses sentiments. Ou, suggéra Lucas, elle pourrait comprendre que vous étiez la seule personne qui l'a vue pour, qui elle est vraiment, sans nom, sans histoire, sans attente. » Dans le hall principal, une agitation commençait à se former. Rebecca Garnier, frustrée par la perte d'attention, avait commencé une diffusion en direct spéculant sur les secrets qui étaient discutés à huis clos. Mes sources indiquent que de grandes révélations sont à venir, narrait-elle pour ses abonnés. La simplicité de certaines candidates pourrait ne pas être si simple après tout. Laura André, observant la scène, fit un geste discret à son conseiller. En quelques minutes, une nouvelle plus intéressante sur une célébrité internationale commença à circuler, détournant l'attention des abonnés de Rebecca. Valérie Montel quitta le bâtiment de la fondation d'un pas ferme, mais le cœur lourd. L'avertissement de Thomas avait été clair, mais plus que cela, quelque chose dans sa propre conscience commençait à s'éveiller. De retour dans la salle de réunion, Élodie continuait à lire la lettre de sa grand-mère. Le concours de « La bague peut sembler un caprice du destin.
Mais en réalité, c'est l'aboutissement de décennies d'amitié, de confiance et de valeurs partagées. Bernard et moi avons toujours su qu'un jour nos familles se retrouveraient, non par obligation ou intérêt, mais parce qu'elles reconnaîtraient chez l'autre les mêmes valeurs qui nous ont unis, il y a tant d'années. Thomas est comme son père à bien des égards, surtout ceux qui comptent vraiment. Et toi, ma chère, tu as en toi non seulement ma bague, mais quelque chose de bien plus précieux, la capacité de voir au-delà des apparences, de valoriser ce qui est vraiment important. Le véritable test n'a jamais été de savoir quelle bague était la plus belle ou la plus précieuse. C'était de savoir qui pourrait garder son essence intacte, même sous les projecteurs, qui comprendrait que certains des bijoux les plus précieux ne sont pas ceux que nous portons, mais les histoires que nous construisons et les vies que nous touchons. Élodie ferma la lettre, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Des années de questions sans réponse, de petits mystères, prenaient enfin sens. Sa bague d'opale semblait pulser à son doigt, comme si elle reconnaissait le moment de sa propre histoire en train d'être révélée. La nouvelle sur le véritable rôle d'Amélie Martin dans l'histoire du groupe Dupont se répandit rapidement dans les couloirs de la Fondation. Bernard Dupont, qui jusqu'alors avait maintenu une posture distante et énigmatique, décida de faire une déclaration spéciale à tous les présents. Dans le grand auditorium, un silence expectant planait dans l'air. Élodie, encore en train de traiter toutes les révélations, s'assit au dernier rang à côté de Julie, qui tenait sa main en soutien silencieux. « Il y a des histoires, » commença Bernard, sa voix grave résonnant dans l'environnement, qui ont besoin du bon moment pour être racontées. Aujourd'hui, après des décennies, je peux enfin en partager une. Sur l'écran derrière lui, une vieille photographie apparut, un jeune Bernard, visiblement nerveux, conversant avec Amélie Martin dans la bijouterie centrale. En 1975, je n'étais qu'un jeune homme ambitieux avec de grands rêves et peu de ressources, continua-t-il. Je suis entré dans la bijouterie centrale pour vendre le seul bien de valeur que je possédais, une montre en or que j'avais héritée de mon père. J'étais désespérément à la recherche de capital pour lancer ma première affaire. Bernard fit une pause, ses yeux rencontrant ceux d'Élodie dans l'assemblée. Amélie n'a pas acheté ma montre ce jour-là. Au lieu de cela, elle m'a offert quelque chose de bien plus précieux, la sagesse. Une montre peut marquer les heures, m'a-t-elle dit, mais ce sont nos choix qui marquent notre histoire. Au milieu de l'assemblée, Thomas observait son père avec une nouvelle compréhension. À ses côtés, Lucas souriait discrètement, comme s'il avait toujours connu cette histoire. Amélie est devenue plus qu'une mentor. Elle a été la boussole morale qui a guidé nombre de nos décisions les plus importantes, poursuivit Bernard. La Fondation Dupont, nos programmes sociaux, notre politique d'investissements éthiques, tout cela porte l'influence silencieuse d'Amélie. Valérie Montel, assise au premier rang, maintenait une expression neutre, mais ses doigts serraient nerveusement son sac de marque. À ses côtés, Laura André écoutait tout avec un intérêt sincère, tandis que Rebecca Garnier tentait discrètement de diffuser en direct sur ses réseaux sociaux. Le concours de la bague, continua Bernard, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres, n'a jamais vraiment concerné les bijoux ou les mariages arrangés. C'était une promesse que j'ai faite à Amélie avant son décès, trouver quelqu'un qui partagerait non seulement notre nom, mais aussi nos valeurs. Élodie sentit son cœur s'accélérer. Chaque mot semblait connecter davantage les pièces du puzzle que sa vie était devenue ces dernières semaines. Quand Amélie m'a montré la bague d'opale qu'elle comptait laisser à sa petite fille, continua Bernard, elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Les opales sont comme les personnes, Bernard. Leur vraie beauté n'est pas en surface, mais dans la façon dont elles reflètent la lumière qu'elles reçoivent. Au fond de l'auditorium, Béatrice essuyait discrètement une larme. Elle avait gardé ce secret si longtemps, attendant le bon moment pour que toutes les histoires se rencontrent. Thomas se leva silencieusement de sa place et commença à marcher vers le dernier rang. Son cœur battait de façon irrégulière, mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait complètement sûr de ses actions. Le véritable test, la voix de Bernard prit un ton plus émotif, était de voir qui pourrait garder son essence intacte, même sous pression. Qui comprendrait que la valeur ne se mesure pas en carats ou en zéros sur des comptes bancaires, mais par l'impact que nous avons sur la vie des autres. Élodie remarqua un mouvement à côté d'elle. Thomas s'était assis silencieusement sur
le siège vide près d'elle. Leurs regards se croisèrent, et à ce moment, toutes les conversations qu'ils avaient partagées prirent un nouveau sens. « Je m'excuse pour la façon dont nous nous sommes rencontrés », chuchota-t-il, sa voix juste, assez audible pour qu'elle l'entende. « Mais je ne regrette aucun des moments que nous avons passés ensemble. » Julie, percevant l'intensité du moment, changea discrètement de place, donnant aux deux l'espace dont ils avaient besoin. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit qui vous étiez ?» demanda Élodie, sa voix mêlant émotion et curiosité. Thomas sourit doucement. « Pour la même raison que vous n'avez jamais mentionné être l'une des candidates. Parfois, nous devons nous dépouiller de nos noms et de nos histoires pour montrer qui nous sommes vraiment. » Sur scène, Bernard concluait son discours. « Aujourd'hui, nous ne révélons pas seulement une histoire du passé. Nous célébrons comment de petits actes de bonté et de sagesse peuvent résonner à travers les générations, créant des connexions qui transcendent le temps et les circonstances. » Élodie regarda sa bague d'opale, qui semblait briller d'une lumière propre sous l'éclairage de l'auditorium. Les mots de sa grand-mère, tant dans la lettre que dans ses souvenirs, semblaient y prendre un nouveau sens. Tout ce qui brille n'est pas or. Parfois, c'est le temps qui façonne ce qui importe. Après le discours de Bernard, l'auditorium de la Fondation se transforma en un tourbillon d'émotions et de réactions. Alors que certains journalistes tentaient désespérément d'obtenir plus de détails sur l'histoire révélée, les candidates traitaient l'impact des révélations de manière distincte. Valérie Montel fut la première à se manifester publiquement. Avec une élégance qui surprit tout le monde, elle s'approcha d'Élodie. « Il semble que je cherchais les mauvais bijoux pour impressionner, » dit-elle, un sourire sincère remplaçant son expression habituellement calculée. « Votre grand-mère a construit un héritage bien plus précieux que n'importe quel diamant. » Laura André, toujours perspicace, s'approcha avec une proposition inattendue. « Élodie, votre projet de mentorat et de formation professionnelle, j'aimerais en être l'une des premières supportrices. J'ai des contacts qui peuvent t'aider à étendre ce programme internationalement. » Même Rebecca Garnier, après avoir éteint sa diffusion en direct, semblait touchée par l'histoire. « Vous savez, dit-elle, ajustant nerveusement sa perruque, peut-être que j'ai perdu de vue ce qui compte vraiment. Les abonnés et les j'aime ne construisent pas de véritables héritages. » Élodie absorbait tout avec un mélange d'émotion et de sérénité. Thomas restait à ses côtés, sa présence maintenant un havre de paix au milieu de l'agitation. « Vous saviez ?» demanda-t-elle doucement. « À propos de notre histoire, de nos familles ?» Thomas secoua la tête. « Pas tout. Mon père parlait toujours d'une amie spéciale qui l'avait aidé au début, mais il n'a jamais révélé tous les détails. Je crois qu'il attendait le bon moment. » Bernard s'approcha du couple, ses yeux brillants d'une émotion rarement montrée. « Élodie, il y a quelque chose qui vous appartient, » dit-il, tendant une petite boîte en velours bleu. À l'intérieur de la boîte reposait une broche délicate en forme d'opale, entourée de petits diamants. « C'est le premier cadeau que j'ai offert à Amélie, en remerciement pour son mentorat et son amitié. Elle m'a fait promettre qu'un jour il reviendrait à sa famille. » Élodie prit la broche d'une main tremblante. Le bijou, bien que visiblement précieux, portait quelque chose de bien plus précieux. Une histoire d'amitié, de confiance et de valeurs partagées. Le concours de la bague, continua Bernard, était une façon d'honorer la promesse que j'ai faite à Amélie. Elle disait toujours que la vraie valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle possède, mais dans ce qu'elle est prête à partager. Julie, qui observait tout de près, ne pouvait contenir ses larmes. « Hello, ta mère et ta grand-mère seraient ainsi fières. » Lucas s'approcha du groupe, portant un vieil album. « J'ai trouvé ceci dans les archives de la Fondation, » dit-il, ouvrant l'album à une page spécifique. Ce sont des registres de tous les projets sociaux qu'Amélie et Bernard ont développés ensemble au fil des ans. Les pages révélaient des décennies de travail silencieux, bourses d'études, programmes de formation, soutien à de petits entrepreneurs. Chaque projet portait la marque distinctive de la philosophie d'Amélie. Transformer des vies, sans chercher la reconnaissance. « C'est incroyable », murmura Élodie, tournant les pages avec soin. Tout ce temps, elle construisait bien plus qu'une bijouterie. « Et maintenant, » dit Thomas, sa voix douce mais déterminée, « c'est à nous de poursuivre cet héritage, non comme une obligation imposée par nos familles,
mais comme notre propre choix. Béatrice, qui s'était maintenue discrètement à l'écart, s'approcha avec une dernière enveloppe. « Amélie a laissé ceci pour être remis à ce moment précis, » dit-elle, remettant l'enveloppe à Élodie et Thomas. À l'intérieur, il y avait une unique photographie et un court message. La photo montrait Amélie et Bernard jeune, souriant, devant la bijouterie centrale. Au verso, écrit avec la calligraphie élégante d'Amélie, se trouvait le message « Le véritable amour, comme les plus beaux bijoux, n'a pas besoin de projecteur pour briller. Il est simplement constant et vrai, reflétant la lumière qu'il reçoit et la multipliant pour éclairer d'autres chemins. » Pour Élodie et Thomas, qui se sont trouvés non pas à cause d'un concours, mais à travers lui. Que vous continuiez l'histoire que nous avons commencée, non pas comme héritier d'un nom, mais comme gardien d'un but. Élodie et Thomas échangèrent un regard profond, leurs mains se trouvant naturellement. La bague d'opale au doigt d'Élodie scintilla sous la lumière, comme si elle approuvait ce moment. « Et alors ?» demanda Thomas, un sourire jouant sur ses lèvres. Prête à écrire le prochain chapitre de cette histoire. Élodie sourit, son cœur débordant de certitude. À condition que ce soit notre histoire, racontée à notre manière. Dans les semaines qui suivirent les révélations à la Fondation, une transformation silencieuse commença à se produire. L'ancienne bijouterie centrale, fermée depuis des années, devint le centre d'un projet ambitieux de revitalisation. Élodie et Thomas décidèrent de transformer l'espace en quelque chose qui honorerait à la fois le passé et l'avenir. Un centre de formation professionnelle, expliqua Élodie lors d'une réunion avec des architectes et des designers. Mais pas seulement cela. Nous voulons garder l'essence de la bijouterie, créer un espace où les histoires peuvent continuer à être construites. Le projet, baptisé « Centrale des histoires », gagna rapidement des supporters inattendus. Valérie Montel fut la première à se manifester, offrant un partenariat avec son réseau de bijouterie. « Nous pouvons créer un programme de formation en orfèvrerie », suggéra-t-elle, ses yeux verts brillant d'un enthousiasme sincère. « Donner des opportunités à de jeunes talents, surtout ceux qui n'auraient pas accès à ce type de formation. » Laura André apporta son expérience internationale, établissant des connexions avec des institutions d'enseignement et des entreprises du secteur. « La durabilité et le commerce équitable seront des piliers fondamentaux, » affirma-t-elle, partageant contacts et connaissances accumulés tout au long de sa carrière. Même Rebecca Garnier trouva sa place dans le projet. Son expérience avec les médias numériques s'avéra précieuse dans la création d'une plateforme en ligne qui connectait les artisans traditionnels avec le marché contemporain. « Je n'aurais jamais imaginé que perdre un concours me ferait trouver un but », confia-t-elle à Élodie lors d'une pause dans les réunions de planification. « Vos histoires, celles de votre grand-mère, ont changé ma perspective sur ce qui compte vraiment. » Par un après-midi particulièrement agité, alors qu'il supervisait les travaux de restauration, Thomas trouva Élodie arrêtée devant l'ancienne vitrine de la bijouterie perdue dans ses pensées. « À quoi pensez-vous » demanda-t-il s'approchant silencieusement. Élodie sourit, sa bague d'opale scintillant sous la lumière du soir. À comment les choses changent et en même temps restent les mêmes. Cet endroit a toujours été plus qu'une bijouterie. C'était un point de rencontre de rêves, de possibilités. Et il continuera à l'être, répondit Thomas entrelaçant ses doigts aux siens. Sauf que maintenant, les rêves seront encore plus grands. Le couple fut interrompu par Julie, qui arrivait en portant plusieurs dossiers. « Vous devez voir ça. Nous avons trouvé plus de registres dans les archives de ta grand-mère, Hello. Ce sont des histoires incroyables de personnes qui sont passées par ici. » Les documents révélaient des décennies de vie transformées, des jeunes qui avaient reçu des bourses d'études, des familles qui avaient pu relancer des affaires, des artisans qui avaient trouvé un espace pour développer leurs talents. Chaque histoire est comme un bijou, commenta Lucas, qui avait rejoint le groupe. Unique, précieux, avec son propre éclat. Bernard Dupont, qui suivait le développement du projet avec un intérêt paternel, surprit tout le monde avec une annonce spéciale lors d'une réunion du conseil de la Fondation. La centrale des histoires sera la première d'un réseau de centres de développement social, déclara-t-il. Le modèle créé par Amélie, combinant affaires éthiques et impact social, sera notre nouvelle ligne directrice d'entreprise. Pour Élodie et Thomas, chaque jour apportait de nouvelles découvertes et de nouveaux défis.
Leur conversation à l'arrêt de bus et devant la sculpture du temps avait évolué en longue promenade dans le centre-ville, où ils planifiaient l'avenir tout en honorant le passé. « Savez-vous ce qui m'impressionne le plus ?» commenta Thomas lors d'une de ces promenades. « Comment tout s'est emboîté naturellement. Le concours, nos conversations anonymes, les révélations, comme si le temps savait vraiment le moment exact pour chaque chose. » Élodie s'arrêta devant une vitrine qui reflétait leurs images ensemble. « Ma grand-mère disait toujours que le temps est le plus grand artisan. Il travaille silencieusement, façonnant les moments jusqu'à ce qu'ils soient prêts à briller. » Béatrice, qui était devenue une présence constante dans le projet, partageait souvent plus d'histoires sur Amélie et les premières années de la bijouterie. Chaque révélation ne faisait que confirmer la sagesse et la vision de l'ancienne propriétaire. Amélie avait un dicton, raconta Béatrice lors d'un après-midi d'organisation de documents. Elle disait qu'un vrai bijou n'est pas celui qui brille le plus, mais celui qui résiste à l'épreuve du temps sans perdre son essence. Le jour de l'inauguration de la centrale des histoires se leva avec une lumière spéciale. L'ancien bâtiment de la bijouterie centrale, complètement restauré, conservait son élégance classique tout en embrassant des éléments modernes qui symbolisaient sa nouvelle phase. Sur le trottoir devant le bâtiment, une foule diverse se rassemblait. D'anciens clients de la bijouterie, des jeunes intéressés par les programmes de formation, des journalistes, des entrepreneurs et bien sûr, toutes les ex-candidates du concours de la bague. Élodie, vêtue d'un ensemble bleu, clair qui s'accordait parfaitement avec son opale, observait le mouvement depuis la fenêtre du premier étage. L'espace, autrefois dédié à l'exposition de bijoux, abritait maintenant une galerie d'histoires, des photographies et des récits de personnes dont les vies avaient été touchées par Amélie Martin. « Tout est parfait », dit Julie, ajustant. Un dernier arrangement floral, exactement comme ta grand-mère l'aurait imaginé. Thomas s'approcha silencieusement, portant une petite boîte en velours. « J'ai quelque chose pour toi, dit-il, sa voix douce. En fait, c'est un cadeau de nous deux pour le projet. » À l'intérieur de la boîte reposait une nouvelle broche, une opale entourée de petits diamants, formant le logo de la centrale des histoires. « Pour rappeler que chaque histoire qui passera par ici est un bijou unique, » expliqua-t-il. La cérémonie d'inauguration commença avec Bernard Dupont, coupant le ruban inaugural aux côtés d'Élodie et Thomas. Le moment fut immortalisé dans une photographie qui reflétait parfaitement cette vieille image d'Amélie et Bernard des décennies auparavant. Aujourd'hui, nous n'inaugurons pas seulement un espace physique, commença Élodie dans son discours. Nous inaugurons un nouveau chapitre d'une histoire qui a commencé il y a longtemps, avec une femme qui a compris que la vraie valeur ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous partageons. Valérie Montel, qui était devenue une alliée surprenante, présenta le programme de formation en orfèvrerie. Chaque promotion aura 20 élèves, sélectionnés non pour leur parcours académique, mais pour leur potentiel et leur engagement, expliqua-t-elle. Laura André révéla les partenariats internationaux établis. Nous aurons des échanges avec des écoles de design en France, en Italie et en Inde. Nos élèves auront une exposition mondiale. Rebecca Garnier, dans une diffusion, en direct différente de toutes les précédentes, montra la plateforme numérique qui connecterait les artisans locaux avec le marché mondial. C'est la véritable influence que je veux exercer, déclara-t-elle émue. Parmi les invités, des histoires anciennes et nouvelles s'entrelaçaient. Béatrice conversait avec de jeunes aspirants joailliers, partageant des souvenirs d'Amélie. Lucas guidait des groupes à travers l'exposition photographique, révélant les couches d'histoire derrière chaque image. En fin d'après-midi, quand la majorité des invités étaient déjà partis, Élodie trouva Thomas au même endroit où ils avaient conversé pour la première fois devant la sculpture du temps, maintenant restaurée et installée dans le jardin intérieur du bâtiment. « Vous vous souvenez de la première fois que nous avons parlé ici ?» demanda-t-elle, ses doigts entrelacés aux siens. « Comment pourrais-je oublier ?» répondit Thomas souriant. « Vous m'avez fait voir le temps d'une façon différente. Et vous m'avez fait comprendre que certaines histoires ont besoin de temps pour être racontées, » compléta Élodie. Le soleil couchant projetait une lumière dorée à travers les vitraux restaurés, créant un spectacle de couleurs qui faisait danser l'opale aux doigts d'Élodie avec toutes les nuances de l'arc-en-ciel. « Votre
Grand-mère avait raison, dit Thomas, observant le jeu de lumière. Certains bijoux n'ont pas besoin de projecteurs pour briller. Ils sont simplement. Julie s'approcha du couple avec une découverte de dernière minute. Une lettre ancienne, trouvée lors de l'organisation finale des archives. C'était une correspondance entre Amélie et Bernard, datée de quelques jours avant le décès d'Amélie. « Cher ami, lisait-on dans la lettre, « Quand vous lirez ceci, je serai déjà parti. Mais je sais que le temps, notre plus grand allié, veillera à ce que tout s'emboîte au moment opportun. Élodie et Thomas trouveront leur chemin l'un vers l'autre, non à cause de nos attentes, mais parce qu'ils partagent quelque chose de plus précieux que n'importe quel bijou, la capacité de voir la beauté dans la simplicité et la valeur dans ce qui compte vraiment. » La cloche de l'ancienne bijouterie, préservée pendant la restauration, tinta doucement avec la brise du soir, comme si Amélie donnait son approbation finale au nouveau chapitre qui commençait. 6 mois après l'inauguration de la centrale. Des histoires, le projet avait dépassé toutes les attentes. Ce qui avait commencé comme une transformation de l'ancienne bijouterie était devenu un mouvement de renouveau dans tout le centre historique de la ville. Par un matin particulièrement animé, Élodie supervisait la première promotion de la formation en orfèvrerie. 20 élèves, sélectionnés parmi des centaines de candidats, présentèrent leur création finale dans une exposition qui mélangeait techniques traditionnelles et design contemporain. C'est incroyable comme chaque pièce raconte une histoire différente, commenta Valérie qui s'était personnellement investie comme mentor des élèves. Sa transformation de compétitrice déterminée en collaboratrice passionnée avait surpris tout le monde. Parmi les diplômés se trouvait Marie, une jeune fille de 17 ans qu'Élodie avait trouvée vendant de l'artisanat dans les rues. Son projet final était un ensemble de bagues inspirées par l'histoire d'Amélie. « Chaque bague représente une valeur différente que j'ai apprise ici », expliqua Marie, ses yeux brillants de fierté. « Intégrité, persévérance, générosité et le plus important, la capacité de voir la beauté là où d'autres ne voient que simplicité. » Thomas, qui venait de rentrer d'un voyage à Genève, où il avait présenté le modèle de la centrale des histoires à des investisseurs internationaux, observait l'exposition avec une émotion à peine contenue. « Savez-vous ce qui est le plus impressionnant ?» dit-il à Élodie. « Comment un concours qui a commencé par la recherche de la plus belle bague a fini par révéler que la vraie beauté réside dans les histoires que nous construisons ensemble. » L'exposition attirait des visiteurs de tout type, hommes d'affaires, intéressés par des partenariats, jeunes aspirants artisans, curieux attirés par la transformation de l'espace. Parmi eux, Béatrice circulait avec un sourire serein, comme si elle voyait le rêve de son ancienne amie Amélie enfin réalisé dans sa plénitude. Laura André, qui coordonnait le programme d'échange international, apporta des nouvelles encourageantes. Les écoles de design d'Europe sont impressionnées par le niveau de nos élèves. Nous avons déjà garanti 10 bourses d'études pour le prochain semestre. Dans l'espace dédié aux médias numériques, Rebecca Garnier menait une diffusion différente de ses anciennes diffusions en direct. Maintenant, elle se concentrait sur le récit d'histoires d'artisans locaux, les connectant avec des acheteurs et des admirateurs du monde entier. Je n'aurais jamais imaginé trouver tant de satisfaction à utiliser mon influence pour quelque chose comme ça, confia-t-elle à Élodie pendant une pause. C'est comme si chaque visualisation, chaque partage était une petite lumière qui s'allumait quelque part. Julie, devenue la coordinatrice administrative de la centrale, s'approcha avec une nouveauté. « Hello, tu ne vas pas le croire, nous avons trouvé un autre journal de ta grand-mère, d'une époque que personne ne connaissait. » Le journal, daté des premières années de la bijouterie centrale, révélait une Amélie jeune et idéaliste, luttant pour maintenir sa place dans un monde dominé par les hommes. Ces notes détaillaient non seulement des transactions commerciales, mais aussi ses rêves de créer un lieu qui serait plus qu'une simple bijouterie. Chaque personne qui entre ici, lisait-on dans l'une des pages, porte une histoire aussi précieuse que n'importe quel bijou. Notre mission n'est pas seulement de vendre de la beauté, mais d'aider ces histoires à briller. Bernard Dupont, qui visitait l'exposition discrètement, s'arrêta devant une vitrine spéciale. Elle contenait l'ancienne montre en or qu'il avait failli vendre des décennies auparavant, exposée à côté de la bague d'opale d'Élodie. 2 objets apparemment simples, commenta-t-il, qui ont changé tant de vies. À la fin de cette journée,
Après le départ du dernier visiteur, Élodie et Thomas marchèrent dans l'espace maintenant silencieux. Les vitrines, qui autrefois exhibaient des bijoux coûteux, montraient désormais des photographies et des histoires des personnes impactées par le projet. « Savez-vous ce qui m'émeut le plus ?» dit Élodie, s'arrêtant devant la photo de sa grand-mère. « Comment elle a réussi à planter des graines de transformation qui continuent à fleurir jusqu'à aujourd'hui. » Thomas sourit, l'enlaçant par derrière tandis qu'ils observèrent la photographie. Et le plus incroyable, c'est que chaque histoire qui passe par ici plante de nouvelles graines. C'est un cycle infini de transformation. Dans le jardin intérieur, la sculpture du temps poursuivait sa danse silencieuse avec la lumière, créant des motifs qui rappelèrent les couleurs changeantes de l'opale d'Élodie. La cloche de l'ancienne bijouterie, qui marquait maintenant le début et la fin de chaque journée d'activité, émit son dernier tintement doux. « C'est drôle, réfléchit Élodie. Comment parfois nous devons perdre quelque chose pour trouver quelque chose d'encore plus grand. Ou comment parfois, compléta Thomas, un concours qui semblait chercher la plus belle bague était en réalité à la recherche des histoires les plus vraies. Pour le premier anniversaire de la Centrale des Histoires, une célébration spéciale fut organisée. L'événement ne serait pas seulement une commémoration, mais aussi le moment d'annoncer une série de nouveaux projets et partenariats qui étendraient encore davantage la portée de l'initiative. L'ancien salon principal de la bijouterie, maintenant un espace polyvalent, était décoré de photographies qui racontaient le parcours de la dernière année. Dans chaque image, une histoire différente de transformation. Élèves diplômés, artisans révélés, vie changée. Élodie, portant la broche spéciale que Thomas lui avait offerte à l'inauguration, accueillait les invités aux côtés de son fiancé. Sa bague d'opale, désormais connue de tous comme le symbole d'une histoire plus grande qu'eux-mêmes, continuait à capturer et à refléter la lumière de manière toujours surprenante. « C'est incroyable comme tout a changé », commenta Julie, s'approchant avec un dossier de documents. « Et en même temps, l'essence reste exactement la même que celle que ta grand-mère a cultivée pendant tant d'années. » Bernard Dupont, devenu une présence plus fréquente et affectueuse dans la vie de tous, monta sur la petite scène pour faire une annonce spéciale. « Aujourd'hui, commença-t-il, sa voix chargée d'émotion, nous ne célébrons pas seulement un an de succès. Nous célébrons la concrétisation d'un rêve qui a commencé il y a longtemps, quand une jeune joaillière m'a appris que la vraie valeur ne réside pas dans le prix des choses, mais dans l'impact que nous avons sur la vie des gens. » Valérie. Montel, qui avait complètement transformé le mode de fonctionnement des bijouteries Montel, présenta la nouvelle phase du programme de formation. Nous nous étendons à 5 nouvelles villes. Chaque unité sera un centre de formation et de transformation, suivant le modèle que nous avons appris ici. Laura André annonça la création d'un fonds international de soutien aux projets sociaux liés à l'artisanat et au design. Le Sahel Fonds Amélie Martin naît déjà avec des partenaires sur 3 continents et un engagement à investir dans des histoires qui méritent d'être racontées. Rebecca Garnier, devenue l'une des principales voix dans les médias sociaux conscients, présenta une série documentaire sur les artisans français. Chaque épisode raconte l'histoire de quelqu'un qui a transformé l'habileté manuelle en art, préservant les traditions et créant des avenirs. Thomas, observant tout avec un sourire serein, prit la main d'Élodie et la conduisit jusqu'au jardin intérieur. Le coucher de soleil créait un spectacle de couleurs à travers les vitraux, faisant paraître la sculpture du temps vivante. « Vous souvenez-vous de la première fois que nous avons parlé ici ?» demanda-t-il. « Vous m'avez dit que le temps révèle ce qui compte vraiment. » Élodie sourit, s'appuyant contre lui, « Et vous m'avez aidé à comprendre que certaines histoires ont besoin de temps pour être racontées de la bonne façon. » Le son doux de la cloche résonna dans l'espace, rappelant tout le monde au salon principal. C'était l'heure du moment le plus attendu de la soirée, la présentation du projet Futur, une initiative qui porterait le modèle de la Centrale des Histoires à des communautés dans tout le pays. Ce projet, expliqua Élodie au public, fait à notre façon d'honorer non seulement la mémoire de ma grand-mère, mais aussi celle de toutes les personnes qui croient que de petits actes de bonté peuvent créer des vagues de transformation. Béatrice, devenue une sorte de gardienne des mémoires du lieu, s'approcha avec un cadeau spécial, un nouveau journal, ses pages encore vierges. « Pour les prochaines histoires, dit-elle, remettant le livre à Élodie et Thomas.
Parce que chaque chapitre que vous écrivez inspire d'autres à commencer leurs propres histoires. À la fin de la célébration, quand la plupart des invités étaient déjà partis, Élodie trouva un moment tranquille pour écrire la première page du nouveau journal. Il y a 1 an, un concours qui semblait être sur la recherche de la plus belle, Bague s'est révélé être un voyage pour découvrir ce qui compte vraiment. Ce ne sont pas les bijoux que nous portons qui définissent notre valeur, mais les histoires que nous choisissons de raconter et les vies que nous choisissons de toucher. Grand-mère Amélie disait toujours que chaque personne porte en elle un bijou unique, attendant seulement l'opportunité de briller. Aujourd'hui, nous poursuivons son héritage non seulement en préservant les histoires anciennes, mais en aidant à en créer de nouvelles. La bague d'opale que je porte au doigt n'est plus seulement un héritage familial. C'est un rappel constant que la vraie beauté réside dans l'authenticité, dans le courage d'être qui nous sommes et dans la volonté de faire une différence dans la vie des autres. Thomas et moi avons découvert que l'amour, comme les plus beaux bijoux, n'a pas besoin de projecteurs pour briller. Il est simplement constant et vrai, grandissant et se transformant avec le temps. La centrale des histoires n'est pas seulement un lieu, c'est un témoignage vivant que lorsque nous choisissons de voir au-delà des apparences, lorsque nous décidons d'investir dans les personnes et pas seulement dans les choses, nous créons un type différent de richesse, une qui se multiplie chaque fois qu'elle est partagée. Ceci n'est que le début de notre histoire. Et comme ma grand-mère disait toujours, le temps est le plus grand artisan, façonnant chaque moment jusqu'à ce qu'il soit prêt à révéler sa véritable beauté. Par un matin spécial de printemps, la centrale des histoires était différente. L'ancien bâtiment de la bijouterie, qui avait déjà été témoin de tant de transformations, se préparait pour un autre moment significatif, le mariage d'Élodie et Thomas. La cérémonie, planifiée avec la même simplicité élégante qui caractérisait le couple, aurait lieu dans le jardin intérieur, près de la sculpture du temps, qui avait été témoin de leur première rencontre. Les préparatifs impliquaient non seulement la famille et les amis, mais toute la communauté qui s'était formée autour du projet. Chaque détail raconte une histoire, expliquait Julie aux invités qui arrivaient. Les arrangements floraux avaient été créés par les élèves du cours de design. Les alliances étaient l'œuvre de la première promotion d'orfèvrerie, et même la robe d'Élodie portait des éléments spéciaux. Nous avons brodé de petites opales sur le voile, raconta Marie, maintenant une artisane diplômée, qui avait dirigé l'équipe responsable de la robe. Chacune représente une histoire différente qui est passée par ici cette année. Valérie Montel, qui était étonnamment devenue l'une des meilleures amies d'Élodie, supervisait les derniers détails de la décoration. « Vous savez, confia-t-elle à Laura, perdre ce concours a été la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Cela m'a fait trouver un but plus grand que moi-même. » Laura acquiesça, ajustant un arrangement floral. Parfois, nous devons perdre quelque chose que nous pensions vouloir pour trouver quelque chose dont nous avons vraiment besoin. Dans l'ancien bureau de la bijouterie, maintenant transformé en espace de souvenirs, Élodie se préparait pour la cérémonie. Le miroir art déco que sa grand-mère avait utilisé pendant tant d'années reflétait non seulement son image, mais semblait capturer des échos de toutes les femmes fortes qui étaient passées par là. Béatrice entra silencieusement, portant une petite boîte en velours. « J'ai trouvé ceci hier soir en organisant les derniers documents d'Amélie, » dit-elle émue. « Votre grand-mère a laissé des instructions spécifiques pour que cela vous soit remis aujourd'hui. » Dans la boîte se trouvait un délicat collier d'opale, chaque pierre unique dans sa coloration et son motif. Avec lui un billet écrit avec la calligraphie élégante d'Amélie. « Chère Élodie, chaque opale de ce collier représente un moment spécial de ma vie. Le jour où j'ai rencontré ton grand-père, la naissance de ta mère, le jour où tu es venu au monde. Des moments qui, comme les opales, révèlent différentes couleurs selon la lumière sous laquelle on les observe. Aujourd'hui, tu ne portes pas seulement ces bijoux, tu portes avec toi toutes les histoires, les rêves et les valeurs qu'ils représentent. Mais plus important encore, tu crées tes propres histoires, tu façonnes ton propre chemin. L'amour véritable, comme la plus rare des opales, n'a pas besoin de crier sa beauté. Il est simplement constant
et changeant à la fois, révélant de nouvelles facettes chaque jour qui passe. Avec tout mon amour, mamie Amélie. Élodie sentit des larmes douces rouler sur son visage, tandis que Julie l'aidait à mettre le collier. Dans le miroir, les opales semblaient danser avec leur propre lumière, s'accordant parfaitement avec la bague qui n'avait jamais quitté son doigt. Dans le jardin, Thomas attendait sous une arche de fleurs blanches. Bernard Dupont, à ses côtés, semblait plus ému que d'habitude. « Ta mère serait si fière », chuchota-t-il à son fils. « Tu as trouvé non seulement un amour, mais un but. » Rebecca Garnier, qui avait insisté pour documenter le moment, pour la première fois, ne diffusait pas en direct. « Certaines histoires, expliqua-t-elle, méritent d'être pleinement vécues avant d'être partagées. » La cloche de l'ancienne bijouterie tinta doucement, annonçant le début de la cérémonie. Les portes du jardin s'ouvrirent et Élodie apparut, radieuse. Chacun de ses pas sur le chemin couvert de pétales semblait raconter une histoire différente. L'histoire d'une fille qui avait grandi en entendant parler de la valeur des choses simples, d'une jeune femme qui avait découvert sa propre force à travers un concours inhabituel, d'une femme qui avait appris que le véritable amour, comme les plus beaux bijoux, révèle sa beauté au fil du temps. Thomas, en la voyant, sentit son cœur déborder. À ce moment, toutes les conversations qu'ils avaient eues devant la sculpture du temps, toutes les rencontres apparemment fortuites, toutes les découvertes et révélations semblaient converger vers cet instant parfait. Le célébrant, un ancien client de la bijouterie centrale qui avait tenu à présider la cérémonie, commença par des mots qui semblaient faire écho à la sagesse d'Amélie. L'amour est comme une opale précieuse, multifacette, profond, capable de révéler de nouvelles couleurs et de nouveaux motifs, chaque fois que nous l'observons sous une nouvelle lumière. Mais contrairement aux bijoux que nous gardons dans des coffres, le véritable amour ne fait qu'augmenter son éclat lorsqu'il est partagé, lorsqu'il est utilisé pour éclairer le chemin des autres. La célébration du mariage d'Élodie. Et Thomas se prolongea dans la nuit, se transformant en une fête qui allait bien au-delà de l'union de deux personnes. C'était la célébration d'une communauté entière, de rêves réalisés et de nouveaux commencements. Dans le salon principal de la Centrale des Histoires, où autrefois des vitrines exposaient des bijoux très coûteux, des panneaux racontaient maintenant différentes histoires de transformation. Parmi les invités se mêlaient des cadres en tenues élégantes et des artisans dans leurs créations uniques, tous unis par la même énergie de but et de célébration. « Voyez », dit Bernard Dupont, montant sur la petite scène pour un toast. « Spécial, comment parfois le destin travaille de façon mystérieuse. Un concours qui devait trouver la plus belle bague a fini par révéler les histoires les plus précieuses. Valérie Montel, Laura André et Rebecca Garnier, autrefois concurrentes, formaient maintenant un trio inséparable de collaboratrices. Chacune avait trouvé sa propre façon de contribuer au projet qui avait transformé leur vie. « Qui aurait cru ?» plaisanta Rebecca. « Que perdre un concours pourrait être le plus grand prix que nous ayons jamais reçu ?» Julie, émue, présenta une surprise spéciale. Un court documentaire rassemblant des témoignages de personnes impactées par la Centrale des Histoires au cours de la dernière année. À l'écran, des histoires se succédaient de jeunes. Artisans découvrant leurs talents, des familles reconstruisant leur vie, des rêves prenant forme à travers le travail et le dévouement. Élodie et Thomas, main dans la main, regardèrent tout cela avec des cœurs débordants. Leurs regards se croisaient occasionnellement, partageant cette compréhension silencieuse que seul le véritable amour procure. « Savez-vous ce qui m'émeut le plus ?» chuchota Élodie à Thomas. « Comment chaque personne ici porte une partie différente de notre histoire. Et comment notre histoire n'est qu'une parmi tant d'autres tout aussi spéciales, compléta-t-il, embrassant doucement sa main où la bague d'opale scintillait. Béatrice, qui observait le couple avec des yeux maternels, s'approcha avec un dernier cadeau. Un nouveau journal, ses pages prêtes à recevoir les prochaines histoires à venir. Amélie disait toujours, commenta-t-elle, que la vie est comme un collier de moments précieux. Certains brillent plus, d'autres moins, mais tous sont importants pour former l'ensemble parfait. Quand la nuit touchait à sa fin, Élodie et Thomas marchèrent jusqu'au jardin intérieur. La sculpture du temps, baignée par le clair de lune, semblait plus vivante que jamais, ses formes fluides dansant avec les ombres. C'est ici que tout a commencé,
dit Thomas, embrassant sa désormais épouse. Avec une simple conversation sur le temps, Élodie sourit, s'appuyant contre lui. Et c'est ici que nous continuerons à écrire notre histoire jour après jour. La cloche de l'ancienne bijouterie sonna une dernière fois, son son cristallin résonnant dans la nuit comme une bénédiction. Dans le ciel, les étoiles brillaient comme des diamants éparpillés sur du velours noir, témoin silencieux d'un chapitre de plus qui s'achevait. Quelques jours plus tard, lorsque les dernières photos du mariage furent développées, l'une d'elles en particulier captait l'essence de tout ce qui s'était passé. Élodie et Thomas, enlacés devant la sculpture du temps, leur sourire radieux se reflétant dans les anciennes vitrines de la bijouterie. Et, à travers le verre, comme un reflet éthéré, on semblait pouvoir voir l'image d'Amélie souriant, comme si elle bénissait non seulement l'union du couple, mais toute la transformation que sa vision avait inspirée. La centrale des histoires continuerait à grandir, s'étendant à d'autres villes, touchant toujours plus de vie. Mais son essence resterait la même qu'Amélie Martin avait plantée il y a tant d'années. La croyance que chaque personne porte en elle un bijou unique, attendant seulement la bonne occasion pour révéler son véritable éclat. Et ainsi, l'histoire qui a commencé par un concours inhabituel s'est transformée en quelque chose de bien plus grand. Un témoignage vivant de comment l'amour, l'intégrité et le but peuvent créer des vagues de transformation qui se poursuivent bien au-delà de nos propres vies. Chers auditeurs, l'histoire d'Élodie et Thomas nous montre que les bijoux les plus précieux ne sont pas toujours ceux qui brillent le plus, mais ceux qui portent des histoires vraies et transformatrices. Si ce récit a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires qui explorent les complexités et les beautés de la vie. Laissez votre j'aime si vous croyez aussi que la vraie valeur réside dans les histoires que nous choisissons de raconter et dans les vies que nous décidons de toucher. Partagez avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle que chaque personne a son propre bijou qui attend de briller. Dans les commentaires, dites-nous quel a été le moment de l'histoire qui a le plus touché votre cœur. Quelles autres histoires aimeriez-vous entendre? Chaque jour, nous apportons des récits uniques qui célèbrent l'amour,